Et c'est parti normalement. C'est ça. Donc bonjour à tous. Moi c'est Colline. Et nous avons avec nous Sylvain Ballan et puis Léna Migne et puis Monsieur Laetissier. Nous sommes 4 intervenants pour ce webinaire. Donc webinaire de présentation du réseau Géclair, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'objectif est de vous l'expliquer. On est donc 3 associations. Moi, je suis Alter Alsace Énergie. Sylvain Ballan est chez Lorraine Énergie Renouvelable. Léa Migne est chez l'Agence locale de l'énergie des Ardennes. Et à nos 3 associations, nous portons le réseau Géclair. Et puis, Monsieur Laetissier, qui va intervenir également, est un citoyen très engagé dans un projet d'énergie renouvelable, mais également double triple casquette, puisqu'il est maire de la commune des Cordales et il est vice-président de la Comcom des Crêtes Pré-Ardennaises. Donc, il pourra témoigner à divers titres. L'objectif de ce réseau est de vous présenter effectivement qu'est-ce que c'est l'énergie citoyenne et puis qu'est-ce que c'est le réseau Géclair. On s'adresse ici à plutôt tous les participants des réseaux climat et énergie du Grand Est. L'objectif est que, pour nous, que vous ayez toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir parler d'énergie citoyenne autour de vous. On a toujours un peu de bruit sur un micro. Je ne sais pas si c'est possible de... Mais bon. En tout cas, j'ai toujours pas trouvé. D'accord. Si je puisse me permettre, ouais, soit c'était en bas à gauche. Donc sinon, alors quand c'est vraiment en grand écran, je l'avais aussi à droite. Hein. Ou sinon, alors oui, ils disent Alt plus la lettre A en majuscule. Alt A, peut-être c'est un raccourci à essayer. Alt A, à essayer. Ouais, Alt plus A, voilà. Et Colline, une précision pour le son, ça serait bien que tu éloignes un tout petit peu voilà, comme ça évite les Ça va grésillements. mieux? Ça sera correct? Super. Je ne vais pas casser les oreilles de tout le monde. Du coup, rapidement, techniquement, ce webinaire est enregistré, donc il sera tout à fait possible de le revoir et on prévoit bien de le mettre sur notre tout nouveau prochain site géclair.fr qui ne saurait tarder à être disponible. Donc, vous pourrez revoir tous les éléments de cette présentation. Et également, si vous le souhaitez, nous demander des éléments techniques, bon, il y aura nos coordonnées, évidemment. Je vous représente rapidement voilà, notre déroulé de session, et puis je vais laisser la parole. L'objectif, c'est de décrire qu'est-ce que c'est un projet citoyen, de quoi on parle et qu'est-ce qui le différencie d'un autre type de projet d'énergie renouvelable, qui est le réseau Géclair, donc nous, nos 3 associations, mais également plus de contenu, et qui gravite autour des questions d'énergie citoyenne. Donc, c'est d'écrire un peu les acteurs pour que vous ayez les éléments pour parler à vos publics de à qui ils peuvent faire appel s'ils ont besoin. Et enfin, la partie la plus intéressante peut-être, d'avoir un témoignage concret pour savoir comment ça marche en vrai. Et donc, Monsieur Laetissier sera là pour nous parler de son projet éolien des ailes des Crêtes. Je mets le suspense avec le plus intéressant pour la fin. Et du coup, je laisse la parole à Léna Migne de l'Agence locale des Ardennes qui va nous présenter l'énergie citoyenne. Oui, merci Pauline. Et donc oui, du coup, je vais vous présenter un petit peu les différents types de projets d'énergie renouvelable qu'on peut rencontrer. Donc les projets qu'on a dit traditionnels donc sont ceux qui sont justement non citoyens et qui partent en fait de l'idée d'un développeur de projets ENR dont le métier est justement de développer les énergies renouvelables partout sur le territoire. Donc il va repérer un territoire, créer une société de projet d'énergie renouvelable. Donc il va pouvoir exploiter justement un site en énergie renouvelable. Il va produire de l'énergie et la revendre pour générer des bénéfices qu'il va redistribuer ensuite entre ses actionnaires et pouvoir relancer de nouveaux projets. Donc ça, c'est le type de projet classique, si on peut dire, avant que l'énergie citoyenne vienne s'emparer de la question. Donc il y a ensuite une nuance qui est faite avec les projets participatifs, donc là qui viennent faire intervenir des citoyens. Donc d'une manière générale, ça peut être des habitants, des collectivités, des associations, des entreprises. C'est vraiment au sens large de citoyens. Mais dans les projets participatifs, l'implication est essentiellement financière.
Donc, les citoyens viennent participer financièrement au projet, le soutenir sur ce point, mais n'ont pas forcément d'accès à la gouvernance. Donc, ils n'ont pas pouvoir de décision, ils ne peuvent pas proposer des choses spécifiquement. C'est vraiment une aide financière pour aider à faire émerger le projet. Et nous, ici, dans l'énergie citoyenne, justement, et dans le cadre de notre réseau Géclair, on privilégie les projets citoyens. Donc, où là, la place du développeur qu'on voyait tout à l'heure, elle est prise par les citoyens qui, eux-mêmes, en fait, créent leur société de projets d'énergie renouvelable et donc en tirent des bénéfices et les utilisent pour leurs sociétaires, donc qui peuvent être assez variés. On pourra voir un petit peu les différents acteurs qui gravitent justement autour de ces projets, qui peuvent être sociétaires du projet et aussi générer de nouveaux projets d'énergie renouvelable. Donc cette fois-ci, on a vraiment une implication des citoyens dans la gouvernance du projet. C'est eux qui créent leur société avec leurs conditions. Et donc c'est eux qui prennent les décisions du projet, qui savent dans quelle direction ils veulent aller et comment ils veulent exploiter leur site. Donc ça permet déjà d'avoir un projet qui est adapté au territoire et qui correspond aux envies du territoire, puisque c'est géré par les personnes du territoire. Il y a également un aspect économique qui est important, puisque l'idée, c'est quand même de travailler le plus localement possible, notamment au niveau des entreprises, des éventuels bureaux d'études auxquels on fait appel, qui seront plutôt locaux. Et ça permet également de développer une dynamique de territoire qui donc met en lien plusieurs acteurs du territoire. Donc on voyait les citoyens, les collectivités, les entreprises, qui ensemble trouvent un mode de fonctionnement pour développer des projets. Donc ce qui dynamise vraiment le territoire au niveau de l'énergie citoyenne. Il y a aussi également un engouement qui se crée, c'est-à-dire que le premier projet, il va se créer relativement lentement, si on peut dire, parce qu'il va falloir prendre ses marques, il va falloir créer la société, savoir le fonctionnement des choses et comment le projet va pouvoir se créer. Ensuite, il va y avoir toute la phase de création de projet, etc. Mais l'idée, c'est qu'une fois que le premier projet va être créé, les prochaines étapes, les prochains projets qui vont pouvoir voir le jour grâce aux bénéfices du premier vont être plus faciles à mettre en place, dans le sens où la mécanique sera déjà un petit peu rodée et la dynamique de territoire sera aussi lancée. Et donc tous ces facteurs-là, les contacts seront pris avec les différents acteurs utiles du territoire et donc ça va permettre en fait de lancer les choses et d'avoir ensuite une dynamique qui va vraiment s'auto-alimenter. Donc au niveau des étapes vraiment du projet citoyen, il y en a quatre principales qui sont donc l'émergence où là ça va être vraiment de se rendre compte de ce que c'est que l'énergie citoyenne, ce qu'il est possible de faire sur son territoire, ce que c'est aussi que l'énergie renouvelable, qu'est-ce qu'on peut faire pour produire de l'énergie renouvelable, quel type d'énergie sont possibles, et puis comment des citoyens peuvent s'impliquer dans un projet d'énergie renouvelable, quelle place ils peuvent avoir, et justement cette différence entre les différents types de projets, c'est le moment où elle est abordée. Aussi, oui, au niveau des types de projets, il peut y avoir du co-développement, vous en entendez peut-être parler, les développeurs parfois viennent sur le territoire et commencent à s'intéresser à un projet qui est co-construit avec le territoire, ce qui permet de garder quand même une certaine maîtrise du projet, même si le développeur peut en être à l'origine. Et donc ça permet, oui, de quand même amener un aspect citoyen à un projet qui, à la base, pourrait ne pas en avoir. Donc tout ça, c'est plutôt la partie émergence, où vraiment on a l'apprentissage de ce que c'est que l'énergie citoyenne et comment va pouvoir se dérouler le projet, les grandes limites du projet. Donc concrètement, ça va être tout ce qui est réunion publique et constitution d'un groupement. Ensuite, il va y avoir une phase de développement où là, on va rentrer plutôt dans le dur du projet, disons. Il va y avoir les études techniques pour délimiter plus finement en fait, le projet, savoir dans quelle direction on va partir, ce qu'il est possible de faire.
et commencer aussi à délimiter la partie financière du projet, de savoir comment il va être financé, quel budget ça va représenter, et de savoir aussi quels acteurs vont s'impliquer, quelle place ils vont avoir chacun dans la société de projet. Et donc toute cette partie, ça va être plutôt la création pure de la société et des axes de travail du projet. Ensuite, on va passer à la construction, donc vraiment l'installation de la structure. Donc là où vraiment on va faire appel aux entreprises locales et où il va y avoir toute l'installation concrète des matériels. Et ensuite, on passera en phase d'exploitation. Donc où là, l'installation fonctionne, les bénéfices commencent à rentrer grâce à la revente de l'énergie. Et donc là, il y a la phase en fait, de fonctionnement du projet où, en fonction de ce qui a été décidé, il y a une certaine part qui revient aux sociétaires et où une autre part qui va rembourser les prêts, qui va permettre de remettre à l'équilibre la société, et une partie aussi qu'on peut mettre de côté pour justement envisager d'autres tranches, d'autres projets qui suivront une fois que le premier sera amorti. Donc tout ça, on verra tout à l'heure que justement les différents acteurs du territoire peuvent intervenir plutôt sur une étape spécifique ou plutôt tout au long du projet. Et donc nous, au niveau du réseau Géclair, on se situe quand même en amont. Donc c'est ce que Sylvain vous présentera justement au niveau du réseau Géclair, où est-ce qu'on se situe et ce qu'on est missionné à faire sur la région Grand Est. Je ne sais pas trop en termes de timing, je pense que je vais te laisser prendre le relais, Sylvain. Oui, merci Léna. Bonjour à tous. Oui, on est bon dans le timing. Hein. C'était vers 11h15-20 que tu pouvais passer la main. Donc, je vais vous présenter le réseau Géclair. Donc, comme l'a dit Colline, c'est 3 associations qui couvrent le Grand Est et qui permettent de mettre en place l'équivalent de 3 équivalents temps plein, des animateurs qui sont là pour accompagner les porteurs de projets. Et puis, on a voulu le concrétiser au travers de 3 objectifs. Donc, le premier, sensibiliser à l'énergie citoyenne en Grand Est. Donc, c'est plutôt un axe communication et sensibilisation du grand public pour bien faire comprendre que ça existe, que la loi le permet et qu'on a d'ailleurs déjà des projets qui existent et qui ont fait leurs preuves. Un deuxième objectif qui cherche, lui, à faire émerger des nouveaux projets d'énergie renouvelable. Par exemple, en ce moment, on est sollicité pour des réunions publiques, pour parler sur un territoire donné de l'existence des énergies renouvelables participatives et citoyennes, et puis montrer le cheminement, un peu comme l'a montré Léna, dans les différentes phases, avec une phase d'émergence où on va chercher à définir les souhaits des habitants d'un territoire, des acteurs d'un territoire, afin qu'ils définissent un modèle de développement de projet et qu'ils puissent rechercher la production d'énergie renouvelable selon leurs spécificités locales, leurs souhaits en termes de gouvernance, et puis qu'ils définissent le tout dans des statuts. Donc là-dessus, on a aussi un rôle pour les accompagner, leur montrer les outils dont on dispose, et puis les former si besoin. Et le troisième objectif, c'est mettre en lien les projets citoyens d'énergie renouvelable. Comme on l'a évoqué précédemment, il y a déjà des projets qui existent en Grand Est. D'ailleurs, Monsieur Laetissier nous en parlera à la fin. On a beaucoup de porteurs de projets qui ont déjà fait leurs preuves depuis plusieurs années. Mais la plus-value du réseau, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent échanger ensemble sur les complications qu'ils ont eues, les outils qu'ils ont mis en place pour éviter aux futurs porteurs de projets d'avoir à réinventer tout ce qui a été fait au préalable, et puis surtout que chacun puisse alimenter la dynamique de l'autre, c'est-à-dire ce n'est pas forcément que les anciens projets qui vont alimenter les nouveaux, mais qu'on ait plutôt une dynamique qui se crée, une synergie entre ces différents acteurs, parce que ce n'est pas uniquement avec 3 animateurs qu'on va pouvoir faire doubler ou plus le nombre de projets, c'est aussi une synergie entre les acteurs déjà impliqués. Voilà dans le détail les 3 objectifs. Donc, sensibiliser à l'énergie citoyenne en Grand Est, c'est principalement de la communication. J'ai déjà un peu abordé le sujet.
des événements grand public. On reviendra d'ailleurs sur ce point avec un événement le dimanche 30 juin à Salles. Donc, si vous avez votre agenda sous les yeux, commencez déjà à le noter. On compte sur vous. L'objectif numéro 2, c'est faire émerger de nouveaux projets. Donc là, en détail, c'est les premiers contacts et informations pour les groupements émergents. C'est l'accompagnement à l'émergence, animation et mobilisation locale, formation des membres du collectif en construction, recherche de potentiel ENR. Tout cela peut se faire en partenariat avec une collectivité. Alors, on cible principalement les collectivités parce que les collectifs citoyens qui se créent n'ont souvent pas de structuration. Parfois, ils se mettent en association, mais au démarrage, ils sont qu'une dizaine à se mettre autour d'une table et ne se connaissent pas forcément, n'ont pas créé d'entité juridique. Donc, on encourage vivement à se rapprocher des collectivités pour matérialiser notre accompagnement au travers d'une convention qui va permettre de cofinancer cette animation. Parce que si besoin, on y reviendra plus tard sur la slide de Climaction et des aides publiques, mais en fait, c'est un service qui est financé par le dispositif Climaction, mais pas en intégralité. Voilà. Et puis l'objectif numéro 3, en détail, donc les liens entre les porteurs de projets, ça sera de l'information à destination des porteurs de projets. S'il y en a parmi vous qui ont une double casquette et qui est également porteur de projet, vous avez vu passer les premiers mails du réseau Géclair, à peu près un par semaine, pour vous tenir au courant de l'actualité nationale et locale. La rencontre entre porteurs de projets, c'est déjà le cas. On s'est rencontrés le 23 mars sur le Grand Est avec tous les projets qui correspondent aux centrales villageoises pour qu'ils se connaissent autrement que par des échanges mails. Donc, on s'est rencontrés en Alsace à Orbey. Ça a été une grande réussite parce que les participants étaient nombreux et satisfaits. Et puis, mettre en lien cet dernier objectif, ça peut être aussi passé à nouveau par des formations à destination des porteurs de projets. Un retour sur la carte pour matérialiser un peu la répartition géographique des 3 associations. Alors, ce n'est pas gravé dans le marbre, c'est pour l'instant un fonctionnement qui nous semble cohérent d'un point de vue géographique pour éviter qu'on fasse des déplacements importants. En tout cas, pour ma partie, je suis en Lorraine. À l'heure où je vous parle, je suis même à Toul, précisément, à Écrouves. Colline, elle, est sur la partie alsacienne avec Alter Alsace Énergie. Et puis Léna, en Champagne-Ardenne, avec l'agence locale de l'énergie des Ardennes. Pardon. Vous retrouvez les contacts là, mais vous les aurez aussi sur la dernière slide. Et puis, un retour aussi sur un passage aussi sur le financement par l'ADEME et la région Grand Est, avec le dispositif Climaction dont vous avez très certainement déjà entendu parler, qui permet de conventionner avec nos structures sur une durée de 3 ans pour couvrir ces frais d'animation. Et dernier point, la coordination nationale est assurée par Énergie Partagée Association. Donc c'est important de le préciser. Colline reviendra après sur la distinction avec Énergie Partagée Investissement. L'ADEME a confié à la mission à Énergie Partagée de coordonner tous les animateurs en France, parce qu'il faut bien savoir qu'on n'est pas les premiers à faire ça. C'est même un peu l'inverse. On était une des régions en France qui n'était pas couverte par des animateurs, mais bonne nouvelle, c'est le cas depuis le mois de février. Mais il faut savoir qu'il y en a qui travaillent depuis plusieurs années sur ces questions. Et Énergie Partagée a pour mission de mutualiser un peu tous les outils que chacun développe dans sa région pour éviter à nouveau qu'on réinvente des outils d'animation, de réunions publiques, des supports pour les formations, faire un espace de partage de documents, organiser des webinaires. Par exemple, le support technique, là, ce n'est pas nos 3 structures qui l'avons créé. La plateforme Zoom, c'est un service proposé par Énergie Partagée. Donc voilà, tous des petits points concrets et pratiques pour faciliter le travail des animateurs. Je crois que c'est ma dernière slide, il me semble, Colline. Ah oui, non, dernier point, voilà. Je vous l'avais dit de noter dans votre agenda, donc voilà, en image, ce que ça donne. On sera sur la commune de Salles le 30 juin 2019
pour vous faire découvrir, donc, bien sûr, le réseau Géclair à l'ensemble des porteurs de projets, mais aussi au grand public, aux élus. Donc, ça se veut vraiment ouvert à tous. Et on en profite pour bénéficier aussi de la communication et de la dynamique locale où on fait l'animation, avec l'inauguration de parcours de randonnée et de l'application Randéol, qui permet en fait de faire des circuits thématiques, principalement orientés sur les énergies renouvelables, même s'il y a aussi des parties patrimoine et compagnie. En tout cas, voilà, on greffe ces deux inaugurations sur le même jour. Et puis, on aura le matin des visites de sites et une table ronde avec des élus et des porteurs de projets sur inscription. Et l'après-midi, plutôt orienté grand public, même si les porteurs de projets et les élus restent, on aura des rencontres, des échanges techniques, de l'animation, le tout dans un moment qui se veut convivial. Voilà, voilà, rendez-vous le 30. Du coup, je vais continuer, si c'est Oui. bon. Alors, l'objectif maintenant, c'est un peu de vous brosser un tableau des différents acteurs de l'énergie citoyenne. On a vu qu'un projet citoyen, ce sont alors des citoyens. Citoyens, c'est un mot large qui réunit habitants, collectivités, entreprises locales, tous ceux qui s'intéressent au projet. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour de ces projets qui peuvent accompagner, effectivement, comme le disait Léna, sur une petite ou une grande partie. Je vais essayer de balayer un peu ces acteurs pour que vous ayez les éléments qu'il vous faut pour en parler. Très simplement, sur les différentes étapes qu'avait présentées Léna, comme on le voit sur la slide, malheureusement pour ceux qui sont au téléphone, sur la partie émergence, je ne vais pas revenir sur l'importance fondamentale que vous avez à Relais Locaux pour parler de l'énergie citoyenne et donner la possibilité aux gens de se mobiliser. Bien sûr, les espaces info-énergie, bien sûr, les conseillers en énergie partagée avec les collectivités, bien sûr, les animateurs plan climat. Vous êtes les mieux placés pour parler à vos publics et à vos interlocuteurs de ce que c'est l'énergie citoyenne et de son intérêt pour la politique énergétique et les objectifs énergétiques des gens. C'est vous qui pouvez le mieux toucher ces cibles. Donc, évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous demander s'il y a des questions ou à nous faire remonter. Mais vraiment, je pense que c'est vous qui pouvez mobiliser tout le monde. Donc, on est content que vous soyez là, je tiens à le dire. Nous, en tant que réseau Géclair, on va essayer d'aller voir comme on peut les projets en émergence, si on les identifie. Et du coup, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour justement aller organiser une réunion là où il y en a besoin, etc. On est là pour ça. Une fois le groupement un peu réuni, autour un collectif réuni, la partie développement du projet, elle peut être accompagnée par plein d'acteurs. Et là, je vais les passer en revue. Alors, Climaction, je ne vous les présente pas, mais pour ceux qui ne connaissent pas tous les dispositifs en place, sur ce qui concerne l'énergie renouvelable, Climaction propose un accompagnement financier pour tout ce qui est études et assistance à maîtrise d'ouvrage, donc matière grise, pour tout ce qui est démarche de concertation facilitant l'acceptabilité des projets d'énergie renouvelable. Ça, en gros, ça veut dire si vous avez des opposants aux éoliennes, on essaye de faire de la concertation. Et donc, on a des structures spécialisées qui peuvent faire de la concertation. Donc, mettre en lien les acteurs du territoire pour discuter ensemble et monter un projet qui va à tout le monde. Et puis, il y a un accompagnement financier spécifique Climaction sur le montage de projets d'énergie renouvelable, participatifs et citoyens. Donc, Climaction fait une subvention pour qu'il y ait un accompagnement d'une structure. Sachant que, pour délimiter un peu les choses, nous, Réseau Géclair, on favorise l'émergence. Et Sylvain vous a parlé rapidement du fait que si on va dans une collectivité pour animer une émergence, on va demander un cofinancement à la collectivité à hauteur de 35%. Une fois le collectif monté et quand il y a une structure qui existe, elle peut faire appel à de l'assistance juridique, à de l'assistance technique, à de l'assistance communication, quoi que ce soit. Et ces missions d'accompagnement peuvent être subventionnées par Climaction. Donc, c'est vraiment deux choses à distinguer, l'accompagnement Géclair à l'émergence et puis la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage que Climaction peut accompagner. Et puis, évidemment, s'il y a investissement dans les énergies renouvelables, Climaction subventionne également sur les différentes énergies renouvelables.
mis à part l'éolien, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, évidemment, on a mis la carte des chargés de mission. Certains d'entre eux sont ici aujourd'hui. Mais bien évidemment, il ne faut pas hésiter à les contacter parce que ce sont les mieux à même de répondre à vos questions. Peut-être qu'ils interviendront rapidement à la fin pour vous en dire un peu plus, mais globalement, c'est eux qui ont en main toutes les clés. Climaction, c'est une chose locale. Ensuite, au niveau national, un petit point sur énergie partagée, Sylvain l'a évoqué. Énergie partagée, c'est 2 structures qu'on va différencier. Énergie partagée association, c'est une association nationale qui s'est fondée suite à plusieurs émergences de projets citoyens pour faire la promotion de l'énergie citoyenne, en gros. Donc, ils sont mutualiseurs à l'échelle nationale. Ils vont être centre de ressources avec tous les apports que peuvent faire les projets, avec des documents types, plein d'exemples de projets réussis, etc., des témoignants, etc. Ils animent également, comme l'a dit Sylvain, une coordination des réseaux régionaux pour pouvoir fonctionner par région, comme on le fait au niveau de Géclair, mais aussi échanger au niveau national. Ils organisent des formations qui sont c'est un peu eux qui sont à la pointe sur la question de l'énergie citoyenne. Et ils font ce qu'ils appellent du plaidoyer, en fait, du lobbying au niveau national pour mettre en avant l'énergie citoyenne. Leur objectif à énergie partagée, c'est 15% d'énergie citoyenne dans le mix énergétique national. On en est encore loin. Il y a encore du boulot, je vous rassure. Énergie partagée investissement, c'est donc un fonds d'investissement. Ça veut dire qu'il récolte de l'épargne citoyenne sur tout le territoire national pour investir dans des projets citoyens d'énergie renouvelable. Sur la gauche, vous voyez 4 petits icônes qui sont les illustrations de la charte d'énergie partagée. Ils n'investiront que dans des projets qu'ils considèrent comme eux citoyens, c'est-à-dire qu'ils respectent leur charte. Ancrage local, la décision revient aux habitants et aux collectivités. Finalité non spéculative, on ne va pas essayer de tirer le maximum de jus des projets d'énergie renouvelable, on va essayer de les rendre les plus cohérents possibles. Démocratie dans la gouvernance et transparence. Et puis, aspect écologique avec la prise en compte de l'environnement à chaque étape du projet. Donc, ça, c'est un peu ce qui peut servir de définition à un projet citoyen. Léna nous présentait les subtilités entre participatif, citoyen, etc. Les limites sont toujours un peu difficiles à trouver. Mais ça, c'est un peu un guide pour se poser les questions. Est-ce que mon projet est local? Est-ce qu'il est à finalité non spéculative? Est-ce qu'il est, etc. Donc, ça vous permet d'avoir un peu des grandes idées à partir de cette charte d'énergie partagée. J'ai mis en bas un petit détail. Énergie partagée en Alsace n'a rien à voir avec énergie partagée. Ce sont 2 structures complètement différentes et qui se sont montées à peu près en même temps avec le même nom. C'est un hasard. Énergie partagée en Alsace porte des projets d'énergie renouvelable citoyens. C'est une coopérative alsacienne. Détail pour les Alsaciens. Présentation des centrales villageoises. Vous avez certainement entendu parler puisqu'elles émergent à vitesse grand V sur le Grand Est. Donc, on a pas mal d'émergences de petits collectifs qui veulent se monter et qui vont choisir le modèle centrale villageoise, qui est un modèle facile à dupliquer parce que donc, à l'origine, il y avait les parcs naturels dans la région Rhône-Alpes qui ont voulu monter des projets citoyens et ils ont créé des outils qui diffusent à tout autre collectif qui veut se monter avec du coup des modes de réalisation des projets très simples. Des statuts types, des business plans faciles à remplir, des baux pour les mises à disposition de toitures, etc. C'est globalement quand même une charte pour respecter le dispositif centrale villageoise. Et donc, dans cette charte, ça va être la création d'une structure qui va être une SAS ou une SIC citoyenne, coopérative, qui va développer des énergies renouvelables sur un territoire de proximité. Et ils appellent ça bassin de vie en général, et donc l'objectif, c'est que ce soit quelque chose de très local. Dedans, il y aura des citoyens, des collectivités, des entreprises locales, mais en tout cas des acteurs du territoire. Donc c'est un projet, c'est des projets qui sont très engagés parce que c'est vraiment très, très porté par les citoyens. Léna parlait au début de co-développement. On peut avoir des développeurs énergie renouvelable qui développent avec des citoyens. Ça va être plus difficile dans le cadre d'une centrale villageoise où on est très, très attaché à l'ancrage local et à la décision citoyenne.
Donc, Centrale Villageoise, c'est un outil très pratique pour développer des projets d'énergie renouvelable parce que c'est très facile à mettre en place puisque les outils sont mis à disposition. Il faut bien se dire que ce n'est pas du tout la seule solution, on peut faire des tas d'autres projets avec des formes différentes, mais que ça peut bien aider si on a un petit groupement qui cherche des outils faciles à mettre en œuvre. Colline, je me Oui. permets de t'interrompre. Sur l'affichage, là, tu viens de le résoudre. Il y avait un petit problème avec le logo des centrales villageoises qui était coupé en deux. En tout cas, sur mon affichage à moi. Donc là, il n'y est plus. Et par contre, en bas à droite, ah bah voilà. Je pense que tu viens de le résoudre. C'est mieux? Ah, là, il y a une barre noire. Vu que c'est enregistré, comme ça, les gens sauront que c'est pas une diapo où il y avait des contacts. Parce que je crois qu'il y avait encore la carte de la région qui était restée affichée. Mais là, c'est bon. Là, c'est nickel. Donc voilà la diapo comme elle devrait l'être. Désolée, des petits problèmes d'affichage avec ça. Voilà, pour Centrale Villageoise, une présentation rapide, on pourra y revenir. Très rapidement, un point sur Enercop, parce que vous avez tous entendu parler d'Enercop, mais c'est pareil, il y a plusieurs choses à distinguer. Enercop, c'est un fournisseur d'énergie que vous connaissez au niveau national, qui peut donc, en tant que fournisseur, il peut être aussi acheteur d'énergie. Donc, sur un projet citoyen, il va pouvoir être acheteur d'énergie, sachant qu'aujourd'hui, typiquement pour le photovoltaïque, quand vous vendez votre production, vous passez d'abord par EDF obligation d'achat, qui est guichet unique. Et après, vous pouvez changer d'acheteur et c'est là où vous pouvez demander à Enercop d'acheter. Mais donc, c'est tout à fait possible. Je l'ai indiqué pour dire aussi que localement, on a une structure d'Enercop qui est donc une branche locale d'Enercop, Enercop Ardennes-Champagne, qui a une mission un peu différente puisque eux, ils font de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Leur objectif, c'est de développer des projets d'énergie renouvelable citoyens. Donc, ils en ont déjà porté plusieurs et qui fonctionnent depuis longtemps. Ils sont en particulier sur le projet d'Eldécrète dont on va parler, mais ils font aussi de l'accompagnement en appui technique, donc des études techniques, d'impact, etc. Enfin, Enercop Ardennes-Champagne, c'est un outil technique qui est disponible, et là on est en phase de développement sur les études, la mobilisation du territoire, etc. Monsieur Laetitia pourra nous en parler mieux par la suite éventuellement. Mais sachez que c'est deux choses à distinguer aussi, même si elles sont très en lien. Rapidement, je présente Enercité, qui est un dispositif qui a été mis en place l'année dernière, je crois, pour aider les projets citoyens. Alors, on a parlé de la phase de développement, donc émergence, développement, travaux, exploitation. La phase de développement, c'est celle où on doit mettre de l'argent pour les études, mais où on n'est pas sûr que ça marche, parce que si les études sont mauvaises, il y aura une vraie perte financière. On aura mis de l'argent dans les études pour rien. Donc, c'est un moment de risque. On met de l'argent qui va être risqué. Et du coup, devant cette difficulté à trouver de l'épargne citoyenne pour du risque, donc quelque chose de risqué, il y a cet outil qui s'est développé, Enercité, dans lequel il y a la Caisse des dépôts, l'IRCANTEC, le Crédit coopératif. C'est un très gros fonds qui investit au capital risque. Leur objectif, c'est de proposer de l'argent, de mettre de l'argent dans des projets citoyens au moment où c'est le plus risqué, et après, par la suite, de revendre leur capital à des acteurs locaux pour, une fois qu'il est dérisqué, donc une fois qu'on sait que ça va marcher. Donc, c'est bien pour la phase développement. Ce qui est impératif pour bénéficier d'un capital risque Enercité, c'est qu'il y ait une implication très forte des citoyens dans la gouvernance. On revient un peu sur la charte d'énergie partagée dont on parlait, mais pour eux, c'est vraiment pour des projets ancrés dans le territoire. Et ce sont des projets conséquents, ils vont vraiment travailler sur des très gros projets, donc on va plutôt parler d'éolien ou de gros photovoltaïques, potentiellement de méthanisation aussi, mais pour l'instant, c'est surtout éolien et photovoltaïque dans lesquels ils participent. Dernier point sur les SEM locales, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y en a quelques-unes qui existent ou sont en train de se monter. Une SEM, c'est une société d'économie mixte, donc c'est une société qui est pilotée à plus de 50% par une collectivité. Et du coup, il y a des collectivités qui souhaitent avoir sur leur territoire une société qui leur permet d'investir dans des projets d'énergie renouvelable. Donc, ils peuvent monter une SEM donc on capitalise, on met de l'argent dans cette SEM et elle va aller financer des projets d'énergie renouvelable sur le territoire. Donc, ce qui existe déjà, c'est la SAS Green, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est la région Grand Est qui est à l'origine de sa création et donc qui est un outil qui peut financièrement participer au capital d'un projet d'énergie renouvelable.
Eux, ils sont citoyens ou pas citoyens, ça n'a pas d'importance, mais ils veulent participer à des projets d'énergie renouvelable. Donc, on peut les solliciter. Châlons-en-Champagne a déjà mis en place la SEM également. Et puis, dans les Vosges centrales, il y en a une en réflexion et il y a d'autres collectivités que ça intéresse. Donc, c'est possible. C'est pas évident à mettre en place, donc il ne faut pas forcément pousser les collectivités à aller vers là, mais ça peut être un outil intéressant si on souhaite développer des choses. Je vais finir là. C'était un peu rapide, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions par la suite. Ça a été bien dit, vous pouvez poser vos questions sur la partie conversée. Et je vais surtout pour l'instant passer la parole à Monsieur Laetissier pour qu'il nous parle de son projet qui existe bien. Merci Colline. Donc c'est pas mon projet hein, puisque c'est le projet d'une centaine de personnes qui s'appellent les LD Crête, donc trois éoliennes d'une centaine de mètres, donc des éoliennes de 800 mégawatts. Donc un projet qui a mobilisé un peu plus de 3 millions d'euros. C'est un projet qui a duré quand même très longtemps à se mettre en place. Moi, il y a plus de 10 ans, si je refais l'histoire, où j'étais venu à l'ALE ici, où je suis aujourd'hui, et voir les gens de l'ALE, leur dire je voudrais bien monter une éolienne chez moi. Et le technicien qui est là m'a dit mais non, Marcel, ne fais pas une éolienne pour toi tout seul. On a un projet participatif, investi dans un projet participatif. Alors, le projet participatif a battu de l'aile. Finalement, il est devenu complètement privé. On n'a pas pu travailler avec ces gens-là. C'est des fonds allemands qui ont racheté le projet. Et puis, un autre développeur local avait travaillé sur notre secteur des crêtes préardennaises. Alors, les crêtes préardennaises, notre communauté de communes a depuis longtemps fait un plan climat volontaire dans un premier temps où on avait décidé d'être territoire à énergie positive, c'est-à-dire on avait décidé de passer pour 2020 à 100% de production d'énergie pour la consommation des gens. Et donc, c'était inscrit dans notre projet citoyen. Et donc, la communauté de communes était déjà très investie. Et donc, nous a aidé à obtenir, avec beaucoup de difficultés, ce permis de construire pour 3 éoliennes avec ce développeur. Et donc, ce développeur nous a permis de monter 2 SAS. Donc, pourquoi 2 SAS? Parce qu'on voulait à tout prix vendre de l'énergie verte à quelqu'un qui vend de l'énergie verte, en l'occurrence Enercop. Et puis, pour la rentabilité complète du projet, on ne pouvait pas tout vendre à Enercop parce qu'on était quand même obligé, à l'époque, Enercop ne pouvait pas acheter au même tarif qu'EDF. Et donc, on a aussi vendu de l'énergie à EDF. Alors, notre projet, donc vous voyez, je pense, les différents slides qui sont présentés. Hein. Donc, là, oui, vous avez donc 2 SAS. Donc, alors, dans chaque SAS, il y a systématiquement un comité stratégique. Donc, je suis président du comité stratégique de la SAS B1 et donc qui a suivi tout le développement du parc et tous les aléas du développement. Alors, ce nous a permis d'imposer un certain nombre de choses, notamment le prestataire qui montait les éoliennes avait ses propres artisans, ses propres sociétés de travaux publics, et après un certain nombre de négociations, on a obtenu de lui qu'il puisse utiliser des entreprises locales, notamment tout le TP a été fait par une entreprise locale qui est installée dans le territoire de la communauté de communes. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit, on est à peu près 150. Donc, la part d'investissement à l'origine est à 5 000 euros. 5 000 euros, tout le monde ne peut pas mettre 5 000 euros.
Donc, on a aussi incité les gens, pour ceux qui le souhaitaient et qui souhaitaient investir et qui ne disposaient pas d'une somme pareille, à créer un club d'investissement. Donc, on a un certain nombre de gens qui se sont groupés, qui ont fait des clubs d'investissement. Une fois que le club d'investissement a récolté 5 000 euros, il achète une part dans le parc. Donc là, vous avez maintenant, on vous a affiché la répartition. Donc, on a collecté 1 300 000 euros donc, pour des citoyens, majoritairement des citoyens de la communauté de communes, des citoyens aussi qui travaillaient déjà avec Enercop Champagne-Ardenne et qui avaient été intéressés par notre projet. Et puis, de temps en temps, des gens qui sont venus de beaucoup plus loin de France. Et puis, quelques citoyens belges parce qu'on est frontalier de la Belgique et qu'on a travaillé aussi en partenariat avec un développeur belge qui a mis en place quelque chose qui s'appelle l'éolienne des enfants. Et donc, dans ce cadre-là, on a souhaité, nous aussi, réserver de la place aux enfants pour investir dans ce projet. Et donc, il a fallu créer aussi une autre structure, une structure qui permet aux parents des enfants, puisque c'est des mineurs, mais de placer par part de 100 euros de l'argent pour leurs enfants, pour l'avenir. Et donc là, on a plusieurs centaines d'enfants qui ont chacun quelque part dans la société éolienne des enfants. Ils sont d'ailleurs allés écrire leur nom sur l'éolienne quand on a inauguré l'éolienne. Donc, ils ont tous été collés à un petit sticker avec leur nom sur l'éolienne. Alors, le financement, bien sûr, 1 300 000 euros, on était loin de nos besoins, 3,7 millions. Donc, on a aussi utilisé les services d'énergie partagés qui nous ont apporté 65 000 euros. Donc, avec des fonds qui nous étaient, des gens qui ont placé chez Énergie Partagée avec des fonds qui nous étaient dédiés. Enercop Ardennes Champagne a mis 700 000 euros. Alors, Enercop Ardennes Champagne a aussi collecté des fonds puisque, comme on était des SAS, les collectivités territoriales ne pouvaient pas rentrer directement dans le capital de nos sociétés. Donc, 35 communes des crêtes préardennaises ont investi chez Enercop Ardennes Champagne pour qu'Enercop Ardennes Champagne réinvestisse chez nous. La communauté de communes a elle aussi investi dans ce cadre-là et la région Champagne-Ardenne à l'époque, puisque c'était encore la région Champagne-Ardenne, a aussi investi dans ce cadre-là, ce qui fait que les collectivités locales sont quand même très impliquées aussi financièrement dans notre développement. Bien sûr, dans le cadre de son plan climat, la communauté de communes nous a aidés financièrement en nous finançant par exemple de la promotion de notre structure pour faire la collecte des fonds et donc en nous finançant pendant quelques mois une personne pour faire la promotion du développement de notre structure. Bon, ensuite, d'autres structures comme Courant d'Air, c'est justement une société belge. Kid and Winds, c'est la fondation qui a créé les éoliennes des enfants. Donc ça, ce sont des structures qui nous ont apporté des capitaux. Et donc le complément a été trouvé auprès d'une grande banque nationale. C'était un peu compliqué parce que les banques étaient assez réticentes puisque les banques ne connaissaient pas ce genre de structure, ne savaient pas trop ce que c'était qu'un projet citoyen. Donc, les banques ont été assez réticentes. On a eu un peu de difficulté à trouver des banques qui répondent à notre appel d'offres. Donc là, la banque qui a été retenue, c'est la Caisse d'épargne Ardennes Champagne, qui a finalement
répondu à nos attentes et avec laquelle nous travaillons, et qui d'ailleurs depuis travaille aussi maintenant, puisqu'on développe aussi des centrales villageoises, travaille aussi dans le cadre des centrales villageoises, a aussi fait des offres de prêt qui ont aussi été retenues. Alors, je ne sais pas si j'ai encore d'autres. Les éoliennes, si vous êtes champardonnais, vous savez en gros où elles sont. Elles sont au centre des Ardennes. Vous avez la carte pour voir où elles sont. Je ne sais pas si j'ai encore d'autres choses. On peut peut-être faire un petit tour comme sur les autres trucs. Donc, si on regarde le montage du projet, donc il y a les différents partenaires, donc les investisseurs directs, les clubs d'investissement, énergie partagée, Enercop, KID and Wins, et puis d'autres investisseurs. On a aussi des entreprises privées qui ont aussi investi dans les différentes éoliennes. Alors aujourd'hui, les éoliennes tournent depuis 3 ans. On arrive en phase où on commence à réellement avoir des recettes qui couvrent largement les charges. Alors, c'est un peu compliqué pour l'éolienne qui vend son énergie à Enercop parce que le bilan est un peu plus économique et un peu plus compliqué à trouver. Alors, l'avantage malgré tout, c'est que comme cette éolienne, cette SAS a bénéficié d'un avantage fiscal, les gens qui ont investi dans cette structure ont bénéficié. Et donc, les gens peuvent se permettre d'attendre quelques années avant de toucher quelques dividendes. Alors, les gens qui ont des parts dans les 2 SAS ont aussi pu placer de l'argent sous forme de comptes courants. Et là, les comptes courants sont rémunérés un petit peu mieux que le livret de caisse d'épargne, mais ça permet aussi aux gens d'avoir dans un premier temps une rémunération, sachant que la rémunération reste modeste et que l'objectif des 2 SAS n'est pas non plus que de rémunérer les gens, mais aussi de faire la promotion des énergies renouvelables et à terme, et quand on aura des recettes plus importantes et que les amortissements seront déjà largement avancés et les emprunts aussi seront déjà en partie remboursés, et donc ça permettra d'investir dans d'autres projets d'énergie renouvelable, peu importe. On travaille, puisque les 2 SAS travaillent en étroite collaboration avec Enercop. Enercop a toujours des projets, soit dans du photovoltaïque, de la méthanisation, du bois de chauffage, etc. Donc, il y a plein d'autres possibilités de production d'énergie renouvelable qui permettront d'être développées grâce aux revenus de ces 3 éoliennes. Du coup, on a une petite question. Sur combien étiez-vous de citoyens impliqués au début du projet, vraiment dans les premières années? Comment le groupe s'est un peu... Alors, à la création des 2 SAS, on était une petite vingtaine de citoyens à avoir investi, mais très très vite, beaucoup de gens sont venus nous rejoindre. Donc, on a créé les 2 SAS, on était dans cette salle-là et on était autour de la table où on est là aujourd'hui quand on a signé. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas très, très, très nombreux, mais ça a assez vite démarré. Après, il y a eu un palier parce que le développement étant lent, les gens ont mis de l'argent et puis les gens disaient mais quand est-ce que ça va sortir? Quand est-ce que les éoliennes vont venir? Bon, jusque tant que le permis soit complètement bouclé et puis que le fabricant ait signé toutes les conventions, et heureusement il était de bonne grâce parce qu'on a dû reporter plusieurs fois. Et à chaque fois, il nous a compris et il nous a aidés. Et un des
de ses salariés et même lui aussi actionnaire dans notre SAS. Et un de ses salariés travaille à la maintenance, qui travaille à la maintenance, habite une des communes sur lesquelles sont installées les trois éoliennes. Et on a aussi demandé à ce que une personne de chez Enercop soit formée à la maintenance de base, c'est-à-dire pour quand il y a une intervention d'urgence à faire, donc quelqu'un maintenant de chez Enercop, qui est résident sur les crêtes, et en capacité de faire les opérations de maintenance d'urgence du genre redémarrer une éolienne s'il y a eu une interruption par inadvertance ou redémarrer suite, par exemple, quand on a du givre sur les pales, il faut que quelqu'un aille sur place pour voir si on peut redémarrer, pas redémarrer. Donc, on a quelqu'un sur place qui a été formé et qui a la capacité d'intervenir dans les machines pour les remettre en route. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, on va peut-être justement passer aux questions. Donc, pour Monsieur Laetissier ou pour nous, je vous invite soit à les poser par conversé, vous pouvez poser vos questions par écrit, soit sinon, je vais me permettre d'activer tous les téléphones si vous avez des questions à poser, parce que je comprends bien que vous ne pouvez pas les écrire. Mais du coup, je ne suis pas sûre de pouvoir d'ailleurs. N'hésitez pas, si vous voulez poser à audio, pour ceux qui ont un ordinateur, à lever la main. Ça permet de donner une priorité s'il y a foule de questions. Il y a des téléphones que je ne peux pas activer. Sans doute parce que vous avez désactivé vous-même votre audio. Hop là. Alors, comment on a ciblé les communes d'implantation? Alors, c'est la communauté de communes, dans un premier temps, il y a très longtemps, avait mis en place un schéma éolien avant que les schémas éoliens existent. Et donc, avait retenu un certain nombre de lieux sur la communauté de communes où il était possible d'installer des éoliennes. Donc, le lieu-là en question avait été retenu. Et puis là, après, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut, ce n'est pas directement nous qui avons choisi ce projet, puisqu'on a, c'est un développeur éolien qui avait étudié ça et qui cherchait quelqu'un et un moyen de développeur local et qui cherchait le moyen de financer ces éoliennes et donc avec lequel on a travaillé pour les installer à cet endroit-là. Ok. D'autres questions sur le projet des ailes des crêtes ou bien sur l'énergie citoyenne en général? Est-ce que pour vous c'était relativement clair et ça répond un peu à vos interrogations? Non, pas de questions. On a été parfaitement clair, du coup c'était... Tant mieux, tant mieux. J'ai une main levée de la part de Sylvain. Sylvain, tu as une question? Oui, en fait, je me posais la question de l'accompagnement des collectivités, parce qu'à l'origine de la démarche, vous étiez déjà vice-président ou... Alors, non. Alors, oui, c'est vrai que je suis vice-président depuis un peu plus de 2 ans à la communauté de communes. À l'époque où j'ai commencé j'étais simplement maire de ma commune et délégué à la communauté de communes. Après, à la fin du mandat, j'étais membre du bureau de la communauté de communes. Et là, suite
à la loi NOTRe, puisque des vice-présidents ont dû démissionner. Donc, j'ai pris une place de vice-président. Mais je n'ai pas en charge l'énergie et le développement durable. Bon, par contre, j'ai toujours participé aux réunions TEPOS, territoire à énergie positive. Ma commune est engagée, commune en transition, hein, puisque j'ai fait installer une chaufferie bois, réseau de chaleur. J'ai une activation en ce moment de la région pour faire de l'isolation dans des bâtiments. Bon, ma commune a remplacé un certain nombre d'éclairages polluants par des éclairages moins polluants. On a l'an dernier mis des lampadaires LED. Donc, ma commune est en transition et moi, je suis toujours été actif dans cette approche. Bon, et donc, à la communauté de communes, il y a un certain nombre de vice-présidents, notamment aussi, il y a un vice-président qui s'occupe des centrales villageoises. Bon, lui aussi, il s'occupe des centrales villageoises, mais sa fonction de vice-président n'est pas spécialement dans l'énergie, puisqu'il s'occupe plus du tourisme. Mais chacun, étant engagé dans la transition énergétique, s'engage aussi sur le terrain. Mais ça, je pense que moi, je rencontre des élus partout, comme moi, qui s'engagent. Quand on s'engage, on s'engage. Moi, quand je fais quelque chose, une fois que j'aime le faire, et je fais avec tout ce que je peux faire. Donc ça, je pense que ça aussi, c'est important. La communauté de communes des Crêtes est engagée, malgré tout, dans la transition depuis très longtemps et a aussi eu une écoute forte de sa population et de ses élus. Il y a une organisation qui fait que des réunions se font par secteur qui permettent à tous les élus de s'exprimer et de donner leur point de vue. Donc c'est aussi notre communauté de communes qui va bien dans ce sens-là. Du coup, il y a une question qui est un peu complémentaire de Benjamin, qui est comment avez-vous réussi à mobiliser 1,3 million d'euros, mais des citoyens cette fois-ci? Quelles animations, quels arguments? Est-ce qu'il y a un tissu local associatif très riche? On a une personne qui a été financée par différentes structures, notamment par la communauté de communes, par Enercop, et qui a travaillé pendant presque 2 ans à faire la promotion du projet. Et donc, qui a aussi été aidé dans le cadre du programme LEADER. Donc, ça fait un peu plus d'1 million d'euros. Oui, ça fait 150 personnes à peu près qui ont placé entre quelques centaines d'euros à quelques 10, 15, 20 000 euros, peut-être même un peu plus pour un certain nombre. Du coup, c'était déjà un public qui était un peu au courant des choses. Il y avait déjà eu un peu des événements, des réunions publiques, des choses il y a eu à décrire. Il y a eu, donc, dans le cadre de la promotion, un certain nombre de réunions publiques dans différents lieux, sur la communauté de communes, mais aussi on a élargi un petit peu, mais beaucoup sur la communauté de communes. Et une majorité de gens qui ont investi sont quand même des gens du secteur proche de la communauté de communes. Moi, du coup, ça m'amène une question qui est, vous parliez des centrales villageoises, est-ce que du coup, c'est les mêmes personnes ou vous avez réussi à mobiliser encore plus de monde? Alors, dans le cadre des centrales villageoises, je pense que comme les investissements sont beaucoup plus modestes, on mobilise beaucoup plus des locaux, parce que là, la première centrale villageoise qui s'est installée aux alentours de Signé-l'Abbaye, les investisseurs sont majoritairement des investisseurs du secteur là-bas, un petit peu élargi aux crêtes pré-ardennaises. Et je n'ai pas mémoire qu'il y ait eu des gens de l'extérieur des crêtes
pré Ardennaise qui a investi dedans. Là, cette fois-ci, c'est vraiment très, très, encore plus local. Les gens, et les gens, c'est chez eux en plus. Les gens, ils prêtent leur toit et souvent, quand ils louent leur toit, ils vont aussi investir quelques centaines d'euros dans la... C'est aussi une SAS. Et puis, bon, des communes ont encore investi dans la structure. La communauté de communes a investi, la région a aussi investi, donc les collectivités et les citoyens ont largement investi aussi dans la première centrale villageoise. Donc il y en a une deuxième qui est en cours de création. Et donc la communauté de communes souhaite couvrir l'ensemble de la communauté de communes par des centrales villageoises. Donc il y en aura l'année prochaine une troisième qui devrait démarrer elle aussi pour couvrir l'ensemble du territoire. Pas de concurrence donc. Il y a une question sur la sensibilisation et les animations pour l'éolienne des enfants. Je sais pas, il y a de l'écho. C'est la sensibilisation, les aspects sensibilisation et notamment les animations pour les éoliennes des enfants financées par les gouvernements. Qu'en est-il? Alors, pour l'éolienne, il y a l'écho. Pour l'éolienne des enfants, donc on a aussi fait de la promotion. On a bénéficié de l'expérience de l'éolienne des enfants en Belgique pour faire la promotion. Donc l'éolienne des enfants est toujours ouverte, le capital est toujours ouvert, c'est-à-dire que des familles peuvent toujours investir dans l'éolienne des enfants. Donc, on a fait de la promotion, bien sûr, dans le cadre des différents réseaux autour des NERCOP et des énergies nouvelles. Et puis, on a fait aussi des réunions locales où on a invité des familles. On a aussi fait une grande fête avec les enfants et les familles pour mobiliser les gens et les acteurs. Et souvent, des gens ont pris des départs pour leurs enfants, mais souvent aussi les grands-parents pour les petits-enfants, les tontons, les tatas, un certain nombre de gens mettent quelques centaines d'euros pour leurs descendants ou leurs neveux, nièces, etc. Et après, avez-vous des projets privés qui se développent dans le territoire, même après le projet citoyen, en fait? Est-ce que ça... Alors, des projets privés, de l'éolien sur le territoire, il y a bien sûr, il y a des projets, des parcs éoliens privés qui se sont développés. Il y en a beaucoup, puisque aujourd'hui, on a notre territoire couvre presque la totalité de la consommation des ménages en énergie renouvelable produite sur le territoire. C'est majoritairement couvert par l'éolien, mais il n'y a pas que l'éolien, il y a aussi un peu de méthanisation et puis du photovoltaïque qui commence à bien démarrer. Et puis d'autres projets sont aussi en cours sur de l'hydraulique, avec là aussi un partenariat avec une entreprise qui est aidée par la communauté de communes sur un petit ruisseau avec un développement innovant. Ok, on a pour l'instant plus de questions. Pourquoi ont-ils fait du participatif ou du citoyen? Je vois arriver. Tout à fait. Pourquoi on n'a pas fait de participatif? Là, c'était vraiment une volonté politique, donc avec les différents partenaires, hein, les gens avec qui on était. Hein. Donc, il y a le soutien de l'ALE et des NERCOP, et puis tous les gens qui étaient là voulaient vraiment un parc
citoyen, ce sont nos éoliennes. Elles produisent de l'énergie pour les gens de nos territoires et on suit la production, on suit la maintenance, on s'en occupe. C'est vraiment notre projet et on est fiers de notre projet. Et il y a de quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait encore quelques questions de la part des participants? Je ne sais pas, quelque chose qui n'était pas clair. Également sur les propositions du réseau Géclair, si vous le souhaitez, ou sur autre chose. Encore une précision. Vu que je ne sais pas si l'enregistrement prend en compte la conversation, l'enregistrement du webinaire, en tout cas, je voulais préciser que dans les exemples de formation qu'Énergie Partagée peut dispenser, on accueille une formation le 7 juin à Nancy sur comprendre les mécanismes de financement des grappes photovoltaïques. Donc, entendre par grappe photovoltaïque ensemble de plusieurs sites installés en photovoltaïque en projet citoyen. Voilà. Donc, c'est le 7 juin et vous pouvez aller sur le site d'Énergie Partagée pour vous inscrire, mais il ne faut pas trop traîner. J'en profiterai pour remettre une couche sur le 30 juin. N'hésitez pas à venir, mais surtout aussi à en parler à vos publics, contacts, etc. L'objectif, c'est de pouvoir faire connaître aussi l'énergie citoyenne à ceux qui ne la connaissent pas dans une ambiance plutôt sympathique. Donc, on fera bien sûr circuler le petit visuel qu'on a préparé. N'hésitez pas à le transmettre largement en espérant que ça permette de faire connaître ces projets et puis de créer une vraie dynamique citoyenne sur le Grand Est. Il y aura d'ailleurs, durant le dimanche 30 juin, la projection du film Après-demain. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clore. Vous avez de toute façon nos coordonnées. Il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter pour toute question. Et puis ce webinaire, encore une fois, est enregistré et sera disponible sur notre site très prochainement, géclair.fr. Ça va arriver, promis. Donc voilà, à bientôt, je pense à tous pour plus d'informations, pour des réunions, pour des rencontres, etc. Et on peut répondre à toutes les questions encore après. Vous pouvez nous solliciter. On est toujours partant pour aller expliquer à tout le monde ce qu'on a fait, comment on l'a fait. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous d'avoir suivi. Et puis, Merci bien. Bonne journée, au revoir. Très bonne journée à tous.